Merci cher Vincent. Donc je vais vous parler en fait d'apprentissage par renforcement et du monde des marchés de l'électricité qui s'articule dans ce monde très générique de la transition énergétique dont on parle beaucoup. Donc je me doute qu'il y a peu de personnes ici, puisqu'on est principalement face à une audience de machine learning scientists qui savent ce que c'est un marché de l'électricité. Le marché de l'électricité, vous devez le voir comme un Monopoly, c'est vraiment ça, vous jouez pour gagner de l'argent, mais les règles sont un peu plus compliquées que le Monopoly. Et donc voilà un premier schéma qui vous permet de comprendre comment est déjà organisée la structure des marchés de l'électricité, la métastructure. Vous avez des producteurs, en fait, qui peuvent vendre leur électricité au travers de ce qu'on appelle un marché de gros, on verra sa structure plus tard, soit directement à des gros consommateurs, donc une industrie par exemple, ou à des fournisseurs d'électricité. Et ces fournisseurs d'électricité vendent leur électricité souvent à des petits consommateurs comme vous. Donc vous avez énormément, des dizaines de fournisseurs d'électricité en France. Et ils peuvent aussi les vendre, cette électricité, aussi à des plus gros consommateurs. Ça va ? Et la vente, quand ils vendent leur électricité, donc l'électricité qui est vendue va circuler au travers d'un réseau de transmission d'électricité qui est opéré par RTE en France. Certains consommateurs sont directement connectés à ce réseau de transmission d'électricité. Et puis d'autres consommateurs, comme vous, vous êtes plutôt connectés au réseau de distribution d'électricité et l'électricité va s'écouler du réseau de transmission vers vous au travers des réseaux de distribution. Réseaux de distribution qui sont en grande partie opérés par Enedis en France, mais vous avez par exemple beaucoup aussi de petits opérateurs de réseaux de distribution en France. Ça, c'est la structure, la manière en fait dont les marchés d'électricité sont plus ou moins organisés, comme la manière dont est organisée l'industrie électrique. Ça se complexifie d'année en année. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger dans l'industrie électrique. Ce sont fort des modèles, on pourrait presque les appeler des modèles de type Uber, où vous bypassez tout un système. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? C'est des modèles un peu de peer-to-peer. Vous avez par exemple des panneaux photovoltaïques chez vous, vous consommez trop d'électricité, vous produisez trop d'électricité à un moment donné. Au lieu de renvoyer cette électricité à votre fournisseur, comme c'est le cas à l'heure actuelle, vous pourriez par exemple la vendre directement à votre voisin qui l'achèterait simplement au travers par exemple de son smartphone, qui verrait qu'à un certain moment, vous êtes prêt à vendre de l'électricité à bon marché. Donc vous avez beaucoup d'autres modèles de ce type-là qui sont aussi en train d'apparaître, mais dans un premier temps, on va vraiment se focaliser sur cette structure des marchés de l'électricité telle qu'expliquée précédemment, sans tous ces modèles peer-to-peer. Alors, comment ça se passe un marché de l'électricité ? Donc, chaque fois que vous consommez une unité d'énergie d'électricité, elle est achetée pour vous par quelqu'un, par votre fournisseur. Et quand vous achetez un produit sur les marchés de l'électricité, vous achetez toujours un produit, une quantité d'électricité qui correspond à une période de temps. Ça va ? Donc quand vous consommez par exemple de l'électricité, on va dire 1 kWh, aujourd'hui par exemple entre 14h30 et 14h45, ce kWh a été acheté pour cette période de temps par votre fournisseur d'électricité. Donc votre fournisseur d'électricité doit acheter pour l'ensemble de ses consommateurs, quart d'heure par quart d'heure, la quantité d'électricité qu'il consomme. Donc vous n'achetez pas juste, quand vous achetez, vous interagissez avec les marchés d'électricité, vous n'achetez pas juste une quantité d'énergie, non, vous achetez une quantité d'énergie par, on va dire, période de marché. Ça va, c'est ce qu'on appelle un produit en termes d'électricité. Donc c'est très très spécifique, ce n'est pas du tout comme le pétrole, ce n'est pas du tout comme le gaz, c'est une quantité relative à une période de marché. Et vous commencez à acheter, donc par exemple pour le quart d'heure qui a lieu maintenant, entre 14h30 et 14h45, votre fournisseur d'électricité a commencé peut-être à acheter cette électricité 4-5 ans auparavant, ce qu'on appelle sur les marchés forward en fait. Il achète des produits sur les marchés forward. Et typiquement, ces produits sur ces marchés forward, c'est des produits de ce qu'on appelle de type calendar. Donc il va acheter sur un produit calendar la même quantité d'électricité
tous les quarts d'heure pendant une année, hein, c'est ce qu'on appelle un produit calendar ou yearly. Il y a aussi des produits quarterly, donc de 3 mois en 3 mois. Tous les 3 mois, il va acheter une quantité d'électricité, ça va, mais qui va être répartie sur tous les quarts d'heure en fait, de ce trimestre. Même chose, il y a des produits monthly, il y a des produits weekly. Donc ça, c'est la première étape, c'est des marchés forward. Et typiquement, le marché forward s'arrête juste quelques jours, parfois quelques heures, avant la période de délivraison, la période pendant laquelle on délivre en fait cette électricité. Ça va ? Donc là, vous êtes sur les marchés forward. Okay ? Puis vous arrivez, une fois que les marchés forward sont clôturés, vous arrivez à un autre type de marché, très très important, hein, parce qu'il y a une grande quantité en fait, de l'électricité qui passe au travers de ces marchés. Et souvent, quand vous voyez des prix d'électricité, des cotations pour le jour, hein, qu'on voit circuler sur Twitter, sur Facebook, des prix très élevés, surtout comme c'est maintenant, c'est toujours relatif à ce marché-là, ce qu'on appelle le marché des EET. Donc le marché des EET, qu'est-ce que c'est ? C'est un marché où tous les fournisseurs, ou tous les producteurs, tous les gros consommateurs vont envoyer leurs requêtes quart d'heure par quart d'heure, ou demi-heure par demi-heure, ou heure par heure, pour voir ce qu'ils aimeraient bien acheter sur le marché. Donc ils font une quantité, il y a un prix maximum qu'ils aimeraient acheter, ou bien une quantité ou un prix minimum auquel ils aimeraient vendre. Et puis là, dans ce type de marché, c'est ce qu'on appelle un marché centralisé. En fait, en forward, on est sur du bilatéral, c'est un acheteur en vendeur. Ici, c'est un marché centralisé. On résout un gros problème. Il est magnifique, un gros problème d'optimisation en fait au niveau européen. Et puis là, quand vous sortez de ce problème d'optimisation-là, vous avez finalement pour chacun des consommateurs et des producteurs un prix d'achat ou de vente et une quantité qui va effectivement acheter ou vendre de ces marchés. Donc ces marchés se clôturent en fait vers midi, hein, et donc vers 15-16 heures, en fait, vous savez exactement ce que vous avez de ce marché, ce qu'on appelle marché de aide. Et puis à 15-16 heures s'ouvre un autre type de marché, qui est le marché, ce qu'on appelle intraday. Alors, qu'est-ce que c'est le marché intraday ? Il vient après le marché des EET. C'est un marché bilatéral, complètement automatisé, où vous voyez des bids et des offres pour l'électricité. Donc, une personne qui dit « Ah, moi, pendant ce quart d'heure-là, je suis prêt à produire 5 MWh d'électricité à ce prix-là. » On nous dit « Moi, je suis prêt à l'acheter à ce prix-là. » Et là, vous avez des traders, enfin, en général, c'est fait de manière automatique, qui sélectionnent, en fait, les produits pour acheter ou vendre de l'électricité qu'ils aimeraient avoir. Donc, voilà. C'est ça, le jeu auquel vous interagissez, avec lequel vous interagissez, quand vous voulez vraiment faire, en fait, développer des stratégies intelligentes pour interagir avec les marchés d'électricité. Voilà, source transparent, parce que c'est très très actuel, hein, source transparent, vous avez quelques idées des prix, en fait, pour les marchés de l'électricité. Donc vous voyez, par exemple, pour les mois de décembre, donc ça c'est des prix monthly, donc on est sur les marchés forward. On est à 177 € par mégawattheure, janvier 183, février 182. Pourquoi janvier ? Parce que c'est souvent la période pendant laquelle la consommation est la plus élevée. Vous avez une charge électrique qui est très très sensible à la température, la quantité de ce que vous consommez. Donc des prix excessivement élevés. Donc c'est énorme. Il faut bien vous dire qu'avant la crise du Covid, le 177 était plutôt un 60-70 sur les marchés de gros. Donc ces chiffres-là illustrent non seulement ce que sont des produits forward pour des mois, pour des trimestres, pour des années, mais aussi au travers de ça un peu la crise énergétique très sérieuse qu'on est en train de traverser. Un exemple en fait de prix sur les marchés de produits que vous pourriez acheter sur les marchés, produits que vous auriez pu acheter à ce prix-là le 3 du 11. Ils ont un peu augmenté en fait depuis hier pour beaucoup de raisons en fait que je ne vais pas expliquer ici. Alors moi, je travaille beaucoup sur la mise au point d'agents utilisant l'apprentissage par renforcement pour interagir avec ces marchés de l'électricité. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage par renforcement ? Ça fait référence, on va dire, à un body of work qui est très très conséquent, qui consiste à mettre au point des agents intelligents qui, en jouant avec leur environnement, juste en prenant des actions, en observant l'effet des actions sur leur environnement, sur l'état de l'environnement, et aussi sur une récompense en fait, qu'ils obtiennent de l'environnement, qui sont capables en fait, d'apprendre une politique, une manière d'interagir avec ce dernier pour maximiser
un signal pour maximiser la somme des récompenses ou des variants de cette somme des récompenses. Donc vraiment pour maximiser un signal numérique en fait. Hein. Donc c'est un paradigme de l'intelligence artificielle où vous faites le design d'un agent intelligent, design qui se fait au travers d'une monétisation en fait de la qualité du comportement de cet agent. Alors pourquoi? Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles il est important, l'apprentissage par renforcement peut vraiment être un outil prometteur pour agir avec ces marchés d'électricité. La première, elle est très simple. L'apprentissage par renforcement, c'est vraiment un paradigme en fait, où vous voulez maximiser un signal numérique. Donc poser le problème, je veux construire un agent intelligent qui est capable d'interagir avec les marchés d'électricité. Au moins, en matière de design de votre signal de récompense, c'est très simple. C'est simplement l'argent que vous faites, en fait, sur une période de temps, en interagissant avec le marché d'électricité. Vous devez contrôler un robot avec de l'apprentissage par renforcement, c'est moins clair, parce que vous devez donner, en fait, un signal, vous devez associer un signal de récompense à un comportement du robot, ce qui n'est pas évident, un signal numérique à un comportement. Est-ce que le comportement A est meilleur que le comportement B? Ici, quand vous interagissez avec des marchés d'électricité, c'est terriblement simple, c'est l'argent que vous voulez faire. Le deuxième, en fait, c'est cette nature séquentielle en fait, des problèmes que vous avez avec les marchés d'électricité. Vous avez une séquence de marchés, hein, donc vous devez placer vos actions dans le marché forward, et c'est toutes les 10 minutes, hein, ou toutes les 5 minutes, parfois toutes les secondes, que vous avez des nouveaux bits qui apparaissent pour les marchés forward pendant des années. Placer des actions dans les marchés DET aussi, hein, donc deuxième type de marché, ça va. Donc, 3 séquences, 3 grands types de marchés. Dans chacun des marchés, vous avez toutes des séquences d'actions à prendre. Marché DET aussi. Et puis le marché intraday aussi, vous avez énormément de séquences en fait, d'actions à prendre. Donc, vous avez une nature séquentielle du problème, nature séquentielle qui est naturellement adressée par l'apprentissage par renforcement. Deuxième point, hyper important, c'est que maintenant se développe à grande vitesse en fait, le stockage d'énergie. Souvent le stockage sous forme de batteries, soit des batteries stationnaires, soit des batteries qui vont arriver avec les véhicules électriques. Toutes les technologies un peu power to X et X to power, donc vous transformez l'électricité dans du gaz, et puis le gaz dans de l'électricité, vous le consommez. Toutes ces devices provoquent en fait des couplages entre les décisions que vous faites. Hein, parce qu'une batterie, vous la déchargez à un moment donné, ça va, vous décidez de la décharger à un moment donné, vous n'allez plus savoir la décharger l'instant qui suit. Donc il y a un couplage entre la décision que vous prenez à un instant et la décision que vous prenez ultérieurement. Donc vous avez des problèmes de nature séquentielle qui deviennent cruciaux dans l'opération en fait, des systèmes électriques. Ils ont toujours été cruciaux, mais encore bien plus qu'avant, avec l'apparition du stockage. Et le RL, naturellement, adresse en fait, les problèmes qui ont une nature séquentielle. Dernier point, vous avez énormément de stochasticité quand vous opérez des systèmes énergétiques. Stochasticité qui vient des incertitudes, principalement météo, des incertitudes aussi sur la charge. Le RL est naturellement fait pour gérer des problèmes stochastiques. Il est aussi fait pour gérer des problèmes pour lesquels vous ne savez pas très bien modéliser l'environnement sous forme d'équations. C'est exactement le cas quand vous interagissez avec des marchés d'électricité, des systèmes énergétiques complexes. Vous ne savez pas venir avec un fichier d'équations qui vous permet de modéliser le système. On est dans des classes de problèmes d'ordre de grandeur plus compliqué que des problèmes liés à la navigation d'un petit robot qui doit saisir une pièce, même si j'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui travaillent là-dessus. Mais d'ailleurs, moi-même, j'ai un petit projet en RL où on saisit effectivement des pièces avec un robot. Ici, on est vraiment dans des problèmes de complexité complètement différentes. Et donc, un projet de recherche vraiment ambitieux, de RL vraiment ambitieux, c'est de construire en fait l'agent parfait au niveau RL qui est capable d'interagir avec tous ces marchés, quel que soit le rôle, que ce soit un fournisseur, un consommateur, un gros producteur, et pourquoi pas quelqu'un qui dans le futur va faire du peer-to-peer pour la vente ou l'achat d'électricité. Alors, je vais vous parler, c'est un sujet à long terme, je vais vous parler juste ici d'un succès en fait, qu'on a eu en développant, en attaquant le dernier type de marché, le marché intraday. Ça va? Donc on a travaillé beaucoup avec Engie, en fait, ils ont un excellent, bon je suis belge, ils ont un excellent groupe de trading en Belgique, on a travaillé avec ce groupe de trading et ils avaient la question suivante,
voilà, on a du stockage, des batteries, on a du stockage, on a un élément de stockage, ça va, des grosses batteries, on ne parle pas d'une petite batterie murale à 10 kWh, et on aimerait bien, avec cet élément de stockage, voir comment l'opérer, donc voir comment l'opérer, comment vous allez décharger, le charger, décharger à chaque période de marché, plus comment acheter, comment interagir avec ce marché intraday pour maximiser nos revenus. Ça va ? C'est très ça. Et donc interagir avec le marché intraday veut dire à chaque fois que vous voyez une offre qui apparaît, donc une offre de vente ou d'achat d'électricité qui sera toujours relative à un quart d'heure bien spécifique d'une journée, est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous ne l'achetez pas ? Ça va ? Et donc c'est assez rare pour un travail qui est fait en machine learning appliqué on va dire au système énergétique. C'est assez rare de se faire publier dans Machine Learning, en fait, qui est un top journal en machine learning, et on a eu le plaisir quand même d'être publié dans ce journal-là. On était super contents des commentaires des reviewers. Donc ici, vous avez vraiment la manière dont le marché se passe. Donc vous êtes à 16 heures. On est mardi aujourd'hui. Supposons que vous commencez à jouer pour aujourd'hui. Vous étiez à 16 heures hier, le marché intraday s'ouvre. Ouverture du marché intraday. Alors, quand le marché intraday va s'ouvrir, ça va, vous allez voir en fait des offres apparaître sur des écrans, ça va, de vente et d'achat d'électricité, qui vont être relatives en fait à tous les quarts d'heure, de la journée qui suivent. Tous les quarts d'heure, pour tous les quarts d'heure de la journée qui suivent, vous allez voir des offres d'achat ou de vente d'électricité apparaître. Et vous pouvez décider, plus ou moins quand vous voulez, en fait, de les acheter ou de les vendre, mais un quart d'heure avant l'ouverture de la période de marché qui vous intéresse, vous n'allez plus savoir trader des produits. C'est ce qu'on appelle, il y a une closure, gate closure, un quart d'heure avant la période de marché. Donc vous imaginez bien la complexité du problème. Vous êtes avec votre batterie, ça va ? Vous êtes avec votre batterie à partir de 16 heures, ça va ? Et vous allez voir plein d'offres arriver, ça va ? Qui vont chaque fois être relatives à des périodes de marché différentes. Donc vous en avez 4 fois 24, ça fait quand même 96. Et vous devez décider, est-ce que je peux les acheter ou pas les acheter, ça va ? Vous avez une contrainte, ça va ? On s'est mis dans le cas des règles en fait, du régulateur allemand, c'est qu'il vous oblige à être en équilibre chaque fois que vous faites des achats ou des ventes. Donc, chaque fois que vous allez acheter ou vendre, vous devez avoir une quantité égale. Pas égale, ce n'est pas vrai. Si vous avez un déséquilibre, vous devez pouvoir l'adresser avec votre batterie. Ça va ? Donc, si par exemple, vous avez acheté 6 MWh à un moment donné pour la période entre 3h et 3h15 du matin, ça va ? Et que vous n'avez rien vendu, vous n'avez vendu rien du tout sur ce marché-là, et vous avez acheté 6 MWh, ben c'est votre batterie qui devra stocker les 6 MWh. Ça va ? Alors, le nombre de bits et d'offres qui arrivent, c'est par milliers qu'ils arrivent. C'est par milliers. Et donc, comment est-ce que vous faites dans un cas comme ça pour faire le design en fait, d'un agent en utilisant l'apprentissage par renforcement qui est capable de contrôler la batterie et de décider quelles offres d'achat ou de vente saisir. Ça va ? Donc on est quand même sur du problème qui est assez compliqué. Ah oui. Et ici, vous voyez vraiment les offres. Donc c'est très simple. Donc ça, c'est une offre de vente. Voilà, c'est quelqu'un qui dit, voilà, moi je vais vendre 6,25 MWh, enfin c'est en mégawatts, ouais, c'est un quart de ça puisqu'on est période de marché, à un tel prix. Ça, c'est une offre d'achat. Et donc vous êtes dans un contexte où vous pouvez, ce qu'on appelle graber, vraiment de prendre ces différentes offres-là. Ça va ? Et donc, c'est des milliers et des milliers et des milliers de produits qui arrivent ici. Et ça, c'est chaque fois la période de marché à laquelle, la première colonne, à laquelle ils sont relatifs. Et donc, quand je dis prévoir, en fait, mettre au point un schéma d'apprentissage par renforcement, la première chose à faire, c'est qu'il faut particulariser. En fait, ça, c'est le schéma. Vous ouvrez n'importe quel bouquin d'apprentissage par renforcement, n'importe quel article de survey, vous risquez avec une forte probabilité en fait, de rencontrer en fait, ce schéma-là. C'est le schéma standard d'apprentissage par renforcement. Vous avez votre agent, il prend une action, il l'applique sur un environnement, vous voyez en retour l'état
et la récompense qui est une valeur numérique. Donc comment est-ce qu'il est particularisé dans le cas de notre problème ici? Qu'est-ce que c'est l'agent? L'agent, c'est simplement un programme informatique qui va décider comment contrôler la batterie, ça va? Donc charge-décharge de la batterie, quelle puissance, et qui va décider en fait comment interagir avec ce CID market, donc Continuous Intraday Market, ça va? Donc il applique comme action à chaque période de temps ce qu'on appelle le setting, la puissance de charge ou décharge de la batterie, et il dit exactement en fait les bits, en fait, les offres qu'il va saisir sur le marché de gros. Ça va, les actions. Il envoie ça à sa batterie, ça c'est une photo d'une grosse batterie, et au marché de l'électricité, ça va. L'état, et puis il en retourne un état. L'état, quel est l'état? L'état, c'est l'état de charge de la batterie. Ça, il en retourne l'état de charge de la batterie, et l'état lié, en fait, à ce marché CID, ce marché de l'électricité. Donc, qu'est-ce que c'est cet état? C'est ce qu'on appelle l'order book du marché continuous. Donc, c'est l'historique, en fait, c'est tout ce qui vous reste, en fait, dans tous vos bits et vos offres. Oui. Donc, c'est une sorte d'immense fichier texte, ou Excel, appelez-le comme vous voulez, ça va, où vous avez toutes les offres d'achat et de vente d'électricité. Donc, ce n'est pas un bel état d'un petit drone où vous avez peut-être 12 variables d'état continues. Il change de taille. Enfin, vous imaginez quand même de quel type d'état on parle. Ça, c'est une partie de l'état. L'autre partie de l'état, qu'on n'a pas traité dans ce papier-là, c'est toutes les informations connexes que vous pouvez avoir. Cet order book, c'est une partie, mais vous pouvez avoir des prédictions météo et toute autre information, la disponibilité d'un parc, en fait, d'un gros acteur ou des choses comme ça. Ça, on n'a pas traité. On a juste pris l'order book, en fait, même plus que l'order book, on a pris l'historique dans un départ, dans la formalisation du problème, l'historique de l'order book comme état, quoi. Et juste un petit mot, en fait, c'est que quand vous travaillez vraiment sur des vraies applications d'URL comme ça, bon, ici on appelle un marché financier qui n'est pas facile, vous allez mettre typiquement, pour formaliser, écrire bien le problème, donc juste l'écriture du problème, vous allez mettre des mois à le faire pour extrêmement bien le formaliser. Tant qu'il n'est pas formalisé en RL, et que vous n'avez pas bien identifié peut-être les hypothèses que vous faites pour appliquer un ou tel algorithme, bon, vous êtes plus proche de la sorcellerie que de la science, en fait. Il y a beaucoup de schémas quand même en RL appliqués à des problèmes réels qui sont plus proches de la sorcellerie, ça marche. Mais donc, ça prend quand même énormément de temps, ça juste la formalisation de ces problèmes, parce qu'il y a même des petits détails de marché dont je ne parle pas ici, qu'il faut prendre en compte. Donc, effectivement, quand vous êtes face à des espaces d'état tellement grands, vous utilisez des techniques de feature extraction pour inférer, réduire l'espace d'état. L'espace d'action, il est juste colossal. Donc il faut savoir quelque chose en apprentissage par renforcement. Réduire les espaces d'état, ça marche pas mal en fait. Réduire les espaces d'action, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand vous regardez, en fait, l'apprentissage par renforcement est très lié à la programmation dynamique, les travaux de Bellman là, qui datent des années 40-50. La complexité en fait, d'un problème de programmation dynamique par rapport à la complexité de l'espace d'état et de l'espace d'action, c'est deux types de complexité complètement différents. C'est beaucoup plus embêtant d'avoir un grand espace d'action qu'un grand espace d'état, en gros, en termes de complexité. Donc on a réduit ici l'espace d'action finalement à deux grosses variables, en fait, qui est soit une variable en fait, qu'on appelle idle, donc ne fait rien, le trading agent à chaque période de temps il ne fait rien, soit il fait ce qu'on appelle trade, et quand il fait un trade, il essaye de dire je vais aller saisir, donc il résout un gros problème d'optimisation classique quand il fait le trade, et c'est quoi? Il le résout pour maximiser en fait, les gains qu'il peut faire en saisissant toutes les offres qu'il peut, tout en s'assurant en fait qu'en jouant bien avec sa batterie, il peut en fait toujours être à l'équilibre. Ça va? Donc on définit deux méta-actions, sachant que derrière chaque méta-action se cache quand même un problème d'optimisation qui est linéaire, mais qui a quand même des milliers et des milliers de variables. Donc on l'a réduit comme ça. Et on en fait aussi fait des hypothèses que logiquement, quand vous faites du trading avec des order books comme ça,
logiquement, votre comportement doit aussi influencer les comportements des autres acteurs qui vont saisir des offres dans cet autobus. On a considéré, en tout cas pour l'apprentissage et même pour le testing, parce qu'on ne savait pas le faire, que ce n'était pas le cas, qu'on était suffisamment petit pour être juste quelqu'un qui pouvait être considéré presque comme un price taker là-dedans. On a utilisé un algorithme de type batch, fitted queue iteration. Bon, c'est très très lié à tous les algorithmes qui apprennent des state action value function en RL. C'est un peu technique ici. Il a interagi, il a généré plein de trajectoires avec l'order book. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, et c'est fait dans très très peu de papiers de RL, d'ailleurs c'est un des seuls papiers d'RL qui traite vraiment le problème comme ça, c'est qu'ici, vous interagissez sur 96 périodes. On a découpé le problème en 96 périodes de temps, hein, évidemment, l'horizon de temps. Et à la fin de la période, on considère que le niveau de la batterie doit être le même qu'au niveau de la période, ce qui permet de découpler les journées. Sinon, vous avez encore un couplage entre les différentes journées de la semaine, c'est une catastrophe, dans des choses comme ça. Mais comme on est quand même un problème d'horizon fini, et pas d'horizon infini, avec discounted reward, comme c'est le cas en RL, vous devez vraiment apprendre 96 state action value function. Donc la solution, qu'est-ce que c'est, puisqu'on a utilisé des réseaux de neurones de type RNN avec des feed-forward classiques comme approximation d'architecture, c'est qu'en solution, vous avez 96 réseaux de neurones. Donc c'est 96 réseaux de neurones à aller entraîner de manière séquentielle. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qui est un peu overtweaking comme ça en machine learning, comme on a parfois tendance à faire, vous oubliez, parce que vous en auriez 96 à les tweaker un par un, ça ne va pas. Donc vous avez moins de liberté, peut-être dans d'autres problèmes de machine learning, pour faire le design de votre architecture. Je termine très rapidement par les résultats. Par rapport en fait, aux stratégies classiques qui étaient utilisées par NG, on gagne entre 3 et 4%. Voilà. C'est entre 3 et 4%. C'est énorme. Hein. C'est énorme, quoi. Ça va ? Ça, c'est en jouant vraiment le jeu du problème de machine learning. Si vous commencez vraiment à aller incorporer beaucoup de votre connaissance qu'on ne voulait pas faire, puisque c'était quand même un papier scientifique, on voulait rester le plus machine learning possible, pas mettre des trucs métiers dedans, vous pouvez encore monter un petit peu, mais les résultats sont quand même très très bons. Alors je ne sais pas à combien de minutes je suis pour le taux. Il me reste encore 10 minutes, ce qui est beaucoup, beaucoup trop peu. Mais, donc voilà. Donc ça, c'est un problème. Il y a d'autres types de problèmes maintenant qui apparaissent, d'autres structures en fait, qui apparaissent dans les réseaux électriques. Par exemple, c'est les communautés d'énergie renouvelable. Donc vous avez une législation européenne maintenant qui favorise les communautés d'énergie renouvelable. Communauté d'énergie renouvelable ou communauté d'énergie citoyenne, c'est deux notions différentes au vu de la législation européenne. Donc qu'est-ce que ça vous permet ? En gros, c'est un quartier, c'est un immeuble d'habitation où quand vous produisez un peu trop d'électricité, vous pouvez le vendre avec le voisin. Ça va ? Parce que chaque fois que vous avez des nouveaux modèles qui apparaissent comme ça, il vous faut une régulation en amont qui les autorise. Sinon, ce n'est pas autorisé, vous ne pouvez pas les faire. Et j'ai juste envie de vous parler d'un problème qui me tient à cœur et sur lesquels j'ai beaucoup travaillé pour vous montrer quand même la connexion entre la recherche pure en RL et la recherche un peu plus appliquée en fait, dans ces marchés de l'électricité. Les gens qui essayent d'opérer là, ils se posent toujours une première question en fait, au départ. C'est quels investissements est-ce que je dois faire en photovoltaïque, en batterie, dans ces communautés-là, pour maximiser mes gains, sachant que par la suite, ils veulent opérer ces investissements de manière fondamentale. Alors, qu'est-ce que c'est essentiellement comme problème ? Ce sont des problèmes, vous pouvez les voir comme des problèmes de RL, d'apprentissage par renforcement, où, bien entendu, vous devez calculer une politique optimale pour opérer votre système, ça va, dans des trucs comme ça, mais en plus, vous devez optimiser en fait, votre environnement. Vous optimisez l'environnement puisque vous optimisez vos investissements. Ça va ? Donc, vous devez résoudre un problème tel que vous devez minimiser l'ensemble, vous maximisez l'ensemble des rewards, moins les investissements que vous allez faire dans votre système. Et donc ça, c'est des problèmes d'optimisation à deux niveaux, en fait. Et surprenamment, allez, il y avait peut-être 4-5 papiers, grand maximum en RL qui étudient ça, alors que ce sont des problèmes cruciaux. On se rend compte que ce sont des problèmes cruciaux. Et donc là, nous, ce qu'on avait développé, et encore une fois, tous les liens vers les papiers sont dans le talk, c'est des nouveaux algorithmes un peu hybrides qui utilisent à la fois
une modélisation, en fait, les équations du problème, et finalement des trajectoires que vous pouvez générer avec le problème pour calculer des gradients qui vous permettent finalement, vous paramétrisez votre politique, votre espace de politique, vous paramétrisez votre espace d'environnement, des problèmes, et vous faites des descentes de gradients pour aller chercher dans cet espace conjoint politique-environnement, ça va, la paire politique et environnement qui maximise votre signal de récompense. Et donc voilà, je ne vais pas être trop long non plus, voilà le schéma générique, donc vous avez un agent qui peut prendre une décision, vous pouvez le voir comme ça, donc voilà, il a un environnement, une fonction tree-word et une fonction dynamique qui sont paramétrisées par un psi, et vous avez un autre agent de design qui design en fait cet environnement-là, et vous essayez en fait de faire cette optimisation jointe. Elle est cruciale, on ne se rend pas compte, mais ça c'est un problème en fait de RL, de machine learning qui est crucial. Par exemple, vous qui travaillez chez RTE, c'est ce que vous faites implicitement à longueur de journée. Ils sont en train de maximiser en fait, leur stratégie opérationnelle, d'optimiser tout ce qui est opération de leur système, et en même temps, ils pensent à des investissements. Donc, ils font implicitement cette optimisation conjointe qui n'était faite que de manière trop implicite. Donc, voilà un algorithme un peu classique, l'approche générique de ces algorithmes RL. Et ça, c'est vraiment une classe de problèmes dans laquelle j'ai vraiment envie de m'investir beaucoup dans les années qui viennent. Je la trouve super intéressante et bien trop peu étudiée. Donc voilà, en fait, il y avait deux grands algorithmes. Il y a ce qu'on a proposé, il y en avait un qui s'appelait JODC dans la littérature, ça c'est notre nouveau, DEPS. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails, mais ici on a fait le sizing en fait, d'un petit micro-réseau avec une batterie, un générateur diesel en fait, donc ce que vous devez faire, et du photovoltaïque, ce que vous devez faire, c'est déterminer, vous avez une charge, donc on est dans du purement off-grid, microgrid, et ce que vous devez faire, c'est une optimisation en fait, de la taille de votre batterie, de vos PV, de votre générateur, pour minimiser en fait, les coûts de fourniture en électricité de votre charge. Ça va ? Sachant que dans la modélisation, vous mettez toujours un prix quand vous ne savez pas servir la charge, ce qu'on appelle value of loss load. Et vous définissez le problème, et puis vous apprenez ensemble, en même temps, la stratégie pour optimiser l'opération et la stratégie pour optimiser les investissements. Alors, pourquoi est-ce que c'est très amusant, cette classe de problèmes? Donc ça, on a publié, il vient juste d'être accepté dans JIA hier, cet article-là, qui est vraiment un bon article en machine learning. On était vraiment très contents. Parce que si vous lisez cet article-là, on utilise exactement, donc ce sont des algorithmes qui sont nés de vrais besoins industriels dans le domaine de la transition énergétique, et vous pouvez optimiser aussi le design d'un drone. Donc on a fait un petit benchmark aussi, qui n'était pas si facile que ça, ce petit benchmark-là, où vous avez quelques choix en fait, pour optimiser le drone, typiquement des choix de dimensionnement. Donc vous avez un drone qui est ici et qui doit en fait, suivre en fait, une trajectoire et le plus rapidement possible. Donc c'est ça le signal de récompense. Et comment est-ce que vous arrivez, de manière conjointe, à optimiser en fait, la stratégie de commande du drone, donc je pense qu'on a quand même 12 variables d'état dans ce drone-là, avec les paramètres d'optimisation. Voilà. Je vais m'arrêter là, sauf si j'ai encore 2 minutes. J'ai encore 2 minutes, c'est magnifique. Alors, il y a quelque chose qui me chagrine énormément, en fait. C'est que j'ai l'impression que la communauté en intelligence artificielle, en machine learning, quand je discute avec, ils me disent à chaque fois « Damien, on aimerait bien travailler sur ces problèmes de transition énergétique, on ne sait pas par lesquels commencer » ou des choses comme ça. Ils me disent bon, lesquels sont vraiment importants. Moi, je pense que les très importants, il y en a beaucoup de très importants, mais les très importants sont ceux liés à la commande en fait, de la grille électrique. Alors la grille électrique, c'était quoi avant? Vous avez un réseau de transmission, en fait, simple réseau de transmission, opéré par RTE en France, et des réseaux de distribution. Toute l'intelligence était au niveau du réseau de transmission, on va dire les aspects un peu plus basiques au niveau des réseaux de distribution, qui souvent étaient limités à je creusais une tranchée, je mettais le câble dans la tranchée, je fermais la tranchée. J'espère qu'il n'y a personne qui travaille pour un gestionnaire de réseau de distribution ici, on va encore avoir des problèmes en fait. Maintenant,
ça devient beaucoup plus compliqué, hein, parce qu'avec le renouvelable, en fait, ils doivent mettre des stratégies de commande avancées sur les réseaux de distribution, hein, donc c'est ça. Au niveau du réseau de transmission, elles doivent encore devenir plus compliquées qu'elles n'étaient avant. Et puis sur les réseaux de transmission classiques, est en train d'apparaître ce qu'on appelle une super grille en courant continu, qui est en train de se faire essentielle pour la transition énergétique. Bref, ils passent d'un problème de contrôle à 2 couches avec une couche intelligente, à un problème de contrôle à 3 couches avec 3 couches intelligentes, et sans doute une 4e couche derrière, tout en bas avec tous les systèmes peer-to-peer. Une catastrophe, en fait, des problèmes d'une complexité jamais rencontrés jusqu'à ce jour dans le domaine des réseaux électriques. Et il ne faut pas vous leurrer, si les gestionnaires de réseaux de transmission ne savent pas, dans le futur, en fait, gérer ces problèmes-là, ça va faire un entonnoir, un goulot d'étranglement immense pour la transition énergétique, colossal pour la transition énergétique. Et le gros problème, en fait, il y a plein de chercheurs hyper brillants en intelligence artificielle et en machine learning, et il leur manque parfois des petits benchmarks pour dire, allez, des petits problèmes de test, comme il y en a eu beaucoup en classification d'images, d'ImageNet ou des choses comme ça, qui leur permettent en fait de se lancer dans ce problème-là sans qu'on ait les complexités liées à l'opération d'un power system. Et c'est pour ça qu'on a fait le design, et ça nous a pris énormément de temps, de JIM-ANN, donc c'est un environnement d'RL, ça va, qui a été programmé en utilisant OpenAI, et qui vous permet en fait réellement de construire votre agent de RL qui interagit de manière intelligente avec le réseau de distribution. Donc on s'est vraiment focalisé en fait sur ce type de réseau de distribution, voilà, réseau de distribution un peu classique, où on va se focaliser sur cette partie-là, hein, parce qu'on n'a pas de temps. Donc ça, c'est un problème, par exemple, vous allez rencontrer dans le futur, des charges de véhicules électriques. Hein. Et le problème, quand vous chargez les véhicules électriques, vous allez avoir plein de congestions qui vont apparaître au niveau du feeder basse tension, hein, du 400 volts auquel vous êtes connecté, ou du transfo basse tension, moyenne tension. Donc ce qu'il faudra faire à ce moment donné-là, c'est sans doute quand vous ne les rechargez pas, recharger des grosses batteries, ça va, de sorte que quand vous les rechargez, vous pouvez à la fois alimenter vos véhicules électriques avec la puissance de la batterie et la puissance du réseau, une sorte de booster local. Bon, tout ça doit être fait en respectant les différentes contraintes en fait, du réseau électrique. Et donc ça, c'est un exemple. Donc on a fait un framework général. Ça, c'est un petit exemple. Donc focalisez-vous juste ici. Hein. Focalisez-vous juste ici, hein, sur la partie en bas à droite. Hein. Bon, voilà, donc on va décider vraiment l'agent. Bon, il a plein de variables de commande, mais on va se focaliser sur cette batterie-là. Et regardez, donc là, je vous montre en fait le résultat d'un agent DRL entraîné en fait sur le réseau. Regardez la batterie. Elle monte, hop, et puis elle descend quand vous avez une grosse charge en fait au niveau réseau électrique. Donc elle va monter, regardez, elle monte ici. Alors l'autre monte, la consommation, elle diminue pour éviter en fait d'avoir une saturation au niveau en fait des bornes de recharge. Exemple typique. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je suis magnifiquement dans les temps, à 1 minute près. Alors, quand j'étais sur l'heure de midi, beaucoup de personnes m'ont posé des questions plus génériques sur le modèle, sur le monde de l'énergie, que j'adore en fait. Et donc, si je tweete quand même très régulièrement là-dessus, aussi beaucoup sur l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Et si vous avez intérêt, je vous mets un pointeur vers une source d'information qui pourrait vous intéresser. Merci à tout le monde pour votre attention. Merci. Merci Damien pour l'exposé. C'était super intéressant. J'ai une question par rapport à la première partie de ton exposé sur les marchés et sur le intraday, les marchés intraday. C'est une question qui va en 2 temps. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde utilise exactement le même algorithme que toi? Donc tu n'es pas le seul, mais tout le monde l'utilise. Parce qu'il y a une histoire d'autre équilibre qui va essayer de se trouver. Donc, qu'est-ce qui fait que tout le monde aura l'impression de gagner ou de perdre? Et en fait, c'était ça ma deuxième question. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui se passe si tout le monde utilise ça? Je vais répondre à cette question-là parce que bon, elle est très très intéressante. Hein. Donc, effectivement, pour résoudre ce problème-là, on a utilisé un algorithme, si tu veux, qui était fait pour interagir avec des MDP et des MDP, enfin monojoueurs, pas du tout dans un contexte adversarial. Donc probablement plus des gens en fait vont utiliser en fait ce type d'algo-là un peu plus intelligent,
plus, si tu veux, tu vas voir le côté adversarial naturellement apparaître. Mais comme maintenant, personne ne sait quoi faire, si tu veux, plus ou moins avec ce marché-là, ils ont tous un peu des stratégies qui sont finalement un peu stationnaires, hein, des rule-based strategies, tu vois, qui n'apprennent pas, c'est ce qu'ils ont. Quand tu es le premier à venir avec un truc un peu plus intelligent, tu peux gagner, mais si les autres réagissent, il va y avoir, si tu veux, une évolution en fait, de la dynamique en fait, de ce marché-là qui va faire en sorte qu'à la fin, les gens vont vraiment jouer un jeu adversarial. Hein. Donc ça veut dire que la boîte qui veut commercialiser en fait, cette techno-là, elle a tout un plan de développement sur 5-10 ans qui va être en fonction aussi de l'évolution, de la sophistication des stratégies des autres acteurs. Ça, je m'en rends très très bien compte. Quoi. Mais est-ce que tu imagines la complexité en fait, de ce problème-là. On parle toujours, si tu veux, d'un jeu comme Go qui est un succès, en fait, immense succès pour l'apprentissage par renforcement, mais on est dans des classes de problèmes au niveau complexité, si tu veux, qui n'ont rien en comparaison. Hein. Je veux dire, c'est du Playmobil Go, et là, c'est de la conduite d'un Boeing. C'est juste qu'on est juste sur une classe en fait, de problèmes. Si tu veux vraiment bien la résoudre dans un truc adversarial, complètement différente en termes de complexité, complètement différente. Donc la question, c'est d'être au moins de manière temporaire, un petit peu en avance sur les autres. Oui, c'est ça. Parce que à un moment, tu as dit ça. En fait, ça me fait beaucoup penser aux problématiques. Chez Criteo, on a des problématiques d'enchères un petit peu qui sont les mêmes pour l'achat d'un placement publicitaire. Et on se pose la question de savoir, d'un point de vue un petit peu méta, qu'est-ce qu'on peut gagner si tout le monde utilise les mêmes algorithmes? D'où vient notre avantage compétitif? Et finalement, est-ce que le marché, il n'arrive pas à un point d'équilibre qui fait que, en fait, personne ne gagne, personne ne perd. C'est vraiment un équilibre, des équilibres que tu vois en théorie des jeux, des choses comme ça. Et en plus, si tu veux, si tes adversaires apprennent, l'algorithme qui est le meilleur à un moment donné, en fait, hein, parfois tu as un algorithme simpliste à un moment donné, mais qui va bien marcher parce que tes autres adversaires ont une stratégie simpliste, en fait. Mais si tu utilisais peut-être un truc plus sophistiqué à ce niveau-là, il marcherait moins parce que tu ferais peut-être intrinsèquement, si tu veux, des hypothèses selon lesquelles il se rapprocherait beaucoup plus, si tu veux, d'un point d'équilibre de Nash en termes de jeu. En fait, tu dois le voir comme jouer une partie de poker maintenant dans l'intraday avec des gens, ça va, qui ne savent pas jouer poker au départ. Et la stratégie que tu as pour jouer poker avec des gens qui ne savent pas jouer poker, elle est complètement différente de la stratégie que tu as quand ils savent jouer poker. C'est exactement la même chose qui se présente. Oui. Et donc, encore une fois, là, tu soulignes finalement, c'est ça que j'aime bien travailler avec ces problèmes réels-là, parce que, c'est un problème qui n'est même pas traité. Moi, je ne sais même pas très bien comment le formaliser, ça. Quand tu joues poker, comment est-ce que tu identifies, en fait, que ton adversaire ne sait pas jouer poker? Comment est-ce que tu fais le switch vers la bonne stratégie? Donc, rien que la formalisation, en fait, de ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Mais écoute, voilà, pour moi, c'est des directions, des futures directions de recherche, et je serais heureux d'en discuter avec toi dans les mois qui viennent, surtout que je vais passer un peu plus de temps à Paris dans les mois qui viennent. Ouais. Merci pour l'exposé. J'ai une question sur la régulation peut-être. Enfin, est-ce que quand on met en place des agents autonomes, notamment basés sur l'intelligence artificielle sur ce genre de marché, il y a des certifications particulières à avoir, des régulations pour éviter des emballements, des catastrophes? Encore une fois, oui et non. Hein, ça va. Le jeu avec le régulateur, il est très spécifique. Hein. Donc, si tu as un très gros, ça va. On va dire EDF un très gros. Le régulateur, si tu veux, il ne veut quand même pas non plus, tu as une capacité de manipuler en fait, les prix des marchés, et là, le régulateur va mettre un holà. Donc, souvent, quand tu discutes aussi donc tu ne pourrais pas faire, par exemple, de capacity withholding, à un moment donné, retirer de la capacité du marché pour faire augmenter des prix. Or, ce seraient les choses qui te feraient peut-être rapporter le plus d'argent. Donc, effectivement, quand tu es gros, tu as cette capacité d'influencer les prix du marché, les règles sont un peu différentes. Ici, c'est pour ça que dans le travail que j'ai parlé, ici, on est vraiment dans le contexte
de pur agent qui fait de trading, il a juste comme asset sa batterie en fait. Hein. Et il achète, il vend des bits, et en plus on le force, si tu veux, à être à l'équilibre à chaque période de marché, de ne pas faire des déséquilibres en fait dans les marchés. Ça va. Donc ça, c'est parfois des contraintes que des régulateurs le font. En fait, ils peuvent voir, en fait, bon, ils seront peut-être parfois en déséquilibre, mais ils veulent voir si tu n'as pas joué explicitement le déséquilibre, et ça peut être interdit. Encore une fois, la régulation change. Il y a un régulateur dans chacun des pays, hein, donc ça change de marché en marché. Donc voilà, donc ça c'est effectivement encore quelque chose auquel il faut faire attention. Oui, une idée peut-être un peu iconoclaste, parce que les marchés à l'origine étaient faits pour les êtres humains, et avec des êtres humains qui ont des comportements qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. Maintenant, les marchés sont joués ou vont être joués par des algorithmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une situation où en fait un endroit centralisé centralise non pas les ordres de marché successifs qui sont passés au fur et à mesure des circonstances, mais ces algorithmes, et puis les joue une fois pour toutes? Auquel cas on pourrait, avec des règles suffisantes, limiter au moins les problèmes adversariaux que vous mentionniez et ce genre de choses. Honnêtement, je n'ai pas pensé du tout à ça. Donc je comprends la question. Je pense que monsieur veut peut-être préciser un peu la question. C'est juste une idée. Il y a une structure européenne qui s'occupe de ces questions-là. J'avais proposé l'idée qui avait paru aussi iconoclaste. Mais non, John, je n'ai pas du tout dit qu'elle était... mais à mon avis, ça changerait totalement la donne. Ouais. Maintenant, je ne suis pas sûr que tout se fera dans des algorithmes, hein, parce que bon, ce qu'on voit aussi apparaître énormément, surtout en Belgique. En Belgique, bon, la Belgique, c'est la Belgique, hein, donc il ne faut pas essayer de comprendre ce pays-là. Il se met toujours en avance au niveau de la transition énergétique par le fait qu'il doit, des technologies à développer, par le fait qu'il doit rattraper beaucoup d'erreurs du passé. Quoi, en fait, c'est à peu près ça. Donc il doit être toujours très très rapide pour générer des nouveaux modèles de marché, parce qu'il fait beaucoup d'erreurs souvent en amont, notamment une sortie très brutale du nucléaire sans le remplacer en Belgique. Donc il y a une volonté en fait en Belgique, par exemple, de construire des consumer-centric markets, où vous devez vous imaginer que vous êtes vraiment au centre du marché avec votre smartphone, vous achetez ou vous vendez. Donc dans ces marchés-là, je ne pense pas qu'il y aura que des algorithmes intelligents. Pour moi, il va y avoir des gens, des passionnés, qui vont se trader avec leur smartphone, comme il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont le soir devant leur PC et qui tradent des crypto-monnaies. Donc je ne suis même pas sûr, en fait, qu'une grosse partie du marché ne sera peut-être pas dans le futur simplement des gens qui traderont derrière leur smartphone ou leur ordinateur avec des choses peut-être non sophistiquées, même pas sûr que peut-être il y aurait des petites apps qui émergeront dans le futur pour les aider à faire du trading. Donc très difficile de voir aussi dans quelle direction ça va aller. Hein. Très très difficile. Oui, une question sur aujourd'hui, donc ces modèles fonctionnent bien avec le logbook et l'historique. Lorsque on se place dans la situation de quelqu'un qui doit fournir de l'énergie à ses clients et donc a une incertitude dans ce qu'il doit fournir et une incertitude du forecast météo ou d'autres données d'entrée, comment ces modèles sont-ils résilients à ce type d'incertitude qu'on rajoute dans le modèle? Ouais, je comprends. Bon, l'incertitude sur la prédiction, bon, si vous avez un petit portefeuille de clients, il peut être assez élevé. Hein. Ici, on est dans les marchés intraday, donc un peu plus de... À 16 heures, tu commences à trader pour la journée après, donc tu as 24 moins 16, donc tu as maximum 32 heures en fait, de prédiction. Les prédictions, si tu as un portfolio de clients tu vois, qui est correct, donc on va dire 100 000 clients, à partir peut-être de 100 000 clients au niveau retailing, bon, ça marche quand même pas mal, en fait, ces algos-là. Et maintenant, si tu veux, à 32 heures, même dans les algorithmes de prédiction météo ou de vent, ça marche pas mal. Donc, je ne vois pas vraiment beaucoup d'erreurs. Mais c'est clair que ça va ajouter un peu de stochasticité, en fait, au problème. Maintenant, tu peux appliquer les mêmes algos. Tu peux parfois un peu changer peut-être tes fonctions de récompense pour les rendre plus robustes, technique un peu standard. Mais je ne vois pas intrinsèquement, si tu veux, par rapport à ce type de problème-là, des choses qui pourraient faire écrouler littéralement l'approche. Mais bon, ce que tu soulignes là souligne aussi indirectement la complexité en fait, d'interagir avec ce type de système. Hein. Ouais. La variabilité des météos et en gros aussi des problèmes de disponibilité des moyens de production,
on les a un peu par anticipation dans les ordres d'achat et de vente qui sont opérés. Oui, tout à fait. Donc finalement, c'est déjà une information que tu as. Par contre, où c'est très très important, la prédiction, et c'est des classes de problèmes très compliquées, c'est la gestion des réseaux de distribution. Parce que la gestion des réseaux de distribution, au niveau du réseau de transmission, ils ont toujours un phénomène d'averaging qui se crée. Réseau de transmission, c'est de la taille d'un pays. Réseau de distribution, c'est parfois de la taille d'une commune, en fait. Et parfois, tu as un parc éolien, tu vois, qui injecte de l'électricité dans le réseau de distribution. Et là, tu as une grande stochasticité. Ça, tu fais des erreurs. Tu n'as pas un Moyen-Âge qui te permet de smoother tes erreurs. Donc, cette électricité, quand elle passe au niveau du réseau de transmission, tu as plein de parcs qui sont connectés, tu moyennes. Mais parfois, prends un parc PV, il te suffit d'un nuage dessus qui passe ou qui ne passe pas, et ça te change complètement. Et donc là, effectivement, c'est au niveau en fait, des réseaux de transmission, de distribution, que tu as une stochasticité extrêmement difficile à les gérer. Tu ne bénéficies pas là où très très peu de phénomènes d'averaging. Et tous les gens s'imaginent, tu vois, que la courbe, donc si ça c'est ton axe des ordonnées, tous les gens s'imaginent que la courbe, par exemple, d'un parc éolien, tu vois, au cours d'une journée, c'est assez smooth, puis ça fait comme ça. Tu regardes la courbe, même quand tu as l'impression qu'il y a toujours du vent, c'est toujours un truc comme ça. Ça varie énormément. Il faut une fois les voir, ces courbes-là. Et à chaque fois que tu as une variation rapide du haut vers le bas, tu as potentiellement un nouveau problème qui peut se créer dans ton réseau de distribution. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Et nous, par exemple, dans la start-up que j'avais développée, qui s'est fait racheter par Ology, on développait en fait vraiment des techniques alors où on faisait des prévisions probabilistes en fait. Et tu travaillais vraiment sur des probas pour décider en fait les actions à prendre, par exemple en termes de curtailing de parcs éoliens. Donc tu disais, OK, voilà finalement les possibles évolutions de la production avec probabilité, et tu disais, OK, moi je veux rester, je veux limiter en fait les problèmes risque de 0,01%, et je prends les actions en fonction. Donc ça dans ces cas-là, vraiment tu travaillais directement avec des distributions de probabilité pour en fait minimiser, maximiser des conditional value at risk, ce genre d'objet-là. Oui. Merci beaucoup Damien, encore. Je pense qu'on peut... Merci.